La démarche d'archiver les mémoires lanvéotiennes s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de Jean-Louis Postic. Dans son ouvrage « Par les champs et par les grèves », paru en 1931, il annonce son projet. J'ai tenté de fixer en toute simplicité, d'un trait sûr, sincère et précis, le paysage lanvéotien et les souvenirs qui se pressent vers nous sur les ailes de la pensée. Du fond de notre enfance ou, par le canal poétique de la tradition populaire, ou qui s'éloigne de nous, déjà perdus dans un lointain mélancolique et nuageux, afin de garder l'image du vieux Lanvéoc, qui fut celui de nos pères, pour que ne meure pas tout à fait le passé. Après la guerre, tout de suite, il y a Lanvéoc, il y avait encore l'école des filles et l'école des garçons étaient séparées. Et en plus, dans les écoles, il y avait une différenciation entre les jeunes, les enfants des villes et les enfants de la campagne. Ça se remarquait surtout par le costume. Les gens de la ville avaient des chaussures en cuir ou des galoches, et les enfants de la campagne étaient encore chaussés de sabots de bois. Et ce qui fait, on le faisait en breton, les boutoulaires, donc les gens de la ville, et les boutouquats, les enfants de la campagne. Et c'était mon cas par exemple, moi j'étais un boutouquat, il n'était pas question que je rencontre une fille en boutoulaire. Ça se faisait pas, il y avait une ségrégation entre les enfants de la campagne et les gens des villes. Et je pense que ça a dû durer jusqu'à ce que l'école est devenue mixte. Je vais te raconter ma première rentrée à l'école déjà pour commencer. Bon, alors j'ai un souvenir, c'est assez curieux, j'ai l'image de ma première rentrée. Elle est marquée, pourtant je n'avais que 5 ans, mais j'ai eu une image. Donc je suis rentrée pour la première fois à l'école par la main avec ma mère, qui est dans une grande cour où il y avait plein d'enfants qui jouaient. Et il y avait une ronde d'enfants qui chantaient et qui tournaient. J'ai cette image toujours dans la tête. Et la maîtresse a dit, elle va donner la main à sa cousine. Et puis autre chose pour dire que j'allais donc mieux m'habituer ainsi. Mais bon, ça je ne me souviens pas. Mais je sais qu'elle a dit, elle va donner la main à sa cousine. On a donc ouvert la ronde et j'ai donné 2 mains. Donc mes premiers pas dans une cour d'école pour ma première journée de rentrée, c'était la ronde déjà. Et depuis, je crois que quand je pense à mon enfance, surtout à l'école, je me souviens des jeux que l'on faisait en récréation et des chants et de la joie qu'on avait en récréation. Voilà. Il y avait 27 bistrots. Il y avait une épicerie, il y avait bistrot, boulangerie. Il y avait 3 boulangers. Et dans une boulangerie, en haut, à côté où écrit le distributeur de billets, là, il y avait une boulangerie, épicerie et bistrot. Ici, il y avait un bistrot. La boulangerie, en descendant Kerwell, il y avait un bistrot. Plus bas, oui, juste la maison touchée, il y avait le marchand de journaux. Le père vendait du tissu, non, vendait des épiceries, comme ça, il vendait ça partout. Et il y avait un bistrot. Il y avait une épicerie avec une grande, comment dirais-je, une balance romaine
2 comptoirs. Bon, plus bas, il y avait l'écho. Et après, il y avait le menuisier, Nicolas, qui faisait le cercueil, qui faisait tout, là. Et là, il y avait un bistrot aussi. Quincaillerie aussi, on avait des pointes. Après, le forgeron. Vous voyez où est le forgeron? Où on mettait, etc. Il y avait le forgeron, là, qui faisait maréchal Ferrand et forgeron, et il faisait une charrette de A jusqu'à Z. Une charrette à grande roue. Et à la grève, enfin à la cale, il y avait un bistrot qui s'ouvrait quand le resto arrivait. Il y avait une petite buvette, là, mais ils ne vendaient que du vin. Autrement, dans les villas, il y en avait partout. Tiens, en face de chez vous, Madame Pellion, Péril de Montfort, tissu, bistrot, faisait pas épicer. Ici, il y avait 2 jeux de boules bretonnes. Hein. Il y en avait un sur Rue du Fret, bistrot aussi évidemment, et ici à côté de l'école, qui existe toujours d'ailleurs. Là-bas en haut aussi, ils ont fait un appartement. Autrement, il y avait ma tante qui habitait dans la rue, il y avait un bistrot aussi, marchand de beurre. Son fils allait avec la Laïou prendre du beurre pour amener à Brest. Attention, c'était le restaurant qui les amenait. Et monter jusqu'à la place au beurre, à côté de Saint-Louis, à Brest, les paniers sous le blanc, les pigeons, le mort évidemment, les œufs, le beurre. Et c'était mon cousin, donc son fils, et mon frère, qui allait courir à Calaïou, partout, chercher les œufs le jeudi. Quoi. À la rentrée 49-50, j'ai changé d'école. Et là, donc, on a ouvert, et vraisemblablement, c'est là aussi que s'est ouvert l'école maternelle. Donc, d'un côté, il y avait la classe de l'école maternelle, dirigée par Madame Roudotte, justement, avec une aide, Madame Liostic, je me souviens, qui l'aidait. Et elle a donc accueilli tous les petits à ce moment-là, qui ont été séparés des cours préparatoires. Et de l'autre côté, il y avait une classe donc de CE2, CM1. Donc je suis restée là, donc dirigée aussi par Mademoiselle Potier, qu'elle s'appelait. Les 2 institutrices, je crois qu'elles sortaient de l'école. Et donc, qui est devenue Madame après. Et donc, elles sont restées à Lanvaux. Madame Roudotte a fait toute sa carrière à Lanvaux, dans l'école de Lanvaux. Madame Capitaine, je ne sais pas si elle n'avait pas enseigné avant ailleurs. Enfin bref. Donc, il y a deux nouvelles institutrices. Madame Batani et Madame Le Goff sont restées quand même dans leur vieille école pendant 2 ans. Parce qu'en 51-52, l'école est devenue mixte. On a changé le directeur. Alors, parce qu'il y avait l'école des garçons, donc on a changé le directeur à l'école des garçons et il a décidé ils ont décidé ensemble, sans doute, de faire une école mixte de façon à avoir des classes avec un seul cours. Puisque entre les 2 écoles, ça faisait 6 classes, donc un cours par classe, plus l'école maternelle qui avait été créée. Donc là, je suis allée de nouveau, j'ai changé de bâtiment, je suis allée faire en classe de CM2, route du Fret, alors, dans l'école des garçons. L'école des garçons qui a été ouverte après la guerre dans une baraque aussi, parce que leur école a été démolie pendant la guerre.
l'ancienne école. Je crois que l'école des garçons se situait là où est le groupe scolaire Rive-aux-Frettes cette année, maintenant. Donc je crois que la vieille école de garçons se situait là. Et donc, après, elle a été démolie pendant la guerre et donc ils ont ouvert l'école des garçons, route du Fret. Bon, me voilà dans une classe mixte. Les garçons se trouvant séparés quand même des filles par une allée centrale, on peut dire, de la classe. Et donc, pour moi, ça a été. J'ai trouvé ça très agréable d'être avec les garçons. J'avais mon frère aussi déjà à la maison, donc j'étais habituée à voir les garçons, mes cousins et tout ça. Donc, comment dire. Alors, je trouvais qu'ils étaient plus attentionnés, plus prêteurs, parce qu'une fois, un jour, Monsieur Le Goff m'a demandé de changer de place parce que j'étais peut-être un peu fiévreuse ou j'avais froid, en tout cas, au premier rang, j'étais placée, et il m'a dit d'aller au fond, à côté d'un garçon, parce qu'il y avait une place libre, et c'est tout près du poêle, donc gentiment, et je me souviens avoir eu besoin d'un crayon de couleur que je ne possédais pas, rouge ou vert, enfin bref. Et donc j'ai demandé à mon voisin de me prêter son crayon. Et à ce moment-là, les garçons de devant, de derrière et de l'autre, tout le monde m'a tendu le crayon de couleur. Je me suis dit, tiens, ils sont prêteurs, quoi. Parce que quelquefois les filles étaient plus... non, je te prête pas mon crayon, hein, voilà. C'était mon père qui se levait le premier le matin, et on avait chacun notre bol, différent, aussi bien mes parents que les enfants. Et le père, tout le monde déjeunait au café trempé, c'est du pain, il coupait du pain, et puis il mettait dans les bols, et puis il mettait du café par-dessus. Et il faisait chauffer ça sur un trépied. Enfin, l'eau était chauffée sur un trépied, et après il étalait s'il restait de tisons, et il mettait les bols sur les tisons. Ça fait que les bols restaient chauds, et chacun de la famille qui se levait prenait son bol. Et moi, mon frère, mon oncle, enfin, on avait chacun notre bol. Quand on arrivait, on prenait l'autre bol et on déjeunait. Voilà. On n'était pas propriétaire de grand-chose. On était propriétaire de notre couteau et de notre assiette. Ici, je me souviens que quand la mère mettait la table, on était 7, on avait 7 assiettes, et 7 assiettes différentes. Chacun avait toujours la même assiette. C'était peut-être le début de la propriété, le couteau et l'assiette. C'était l'époque aussi, ça maintenant ça a disparu. À la campagne, chaque nourrisson, la maman ou le papa lui attribuait une vache. C'est-à-dire qu'il était nourri en permanence du lait de la même vache, pour qu'il n'y ait pas de comment dirais-je, des problèmes intestinaux. Parce que, donc, je pense que son organisme s'habituait au lait de cette vache-là. Et aussi bien moi que mon frère, on a chacun une vache nourricière. Et on s'en est bien sorti. La vache nourricière. Mais pas chez nous, hein. Toutes les fermes avaient les vaches nourricières. Hein. La nourriture à la campagne, c'était... On tuait 2 cochons. Et la moitié du temps, la moitié des repas, ou presque, c'était des pommes de terre avec au lard. Le soir,
c'était la soupe. Alors, la soupe au lait, c'est-à-dire on faisait bouillir du lait avec du pain. La soupe à l'oignon ou à l'échalote, c'est-à-dire qu'on faisait risler les échalotes. Et puis après, on avait aussi l'été, c'est-à-dire le ragoût du pauvre. C'était un ragoût comme tout ragoût, sauf on n'avait que des légumes. Dans le ragoût, on avait des carottes, des petits pois, des pommes de terre. C'était, en français, on disait après ça le ragoût du pauvre. Bon, on était nourris quand même, hein. Mais c'était simple. Il y avait, comme Henri IV aussi peut-être un peu, au jour de fête, on tuait un poulet ou un lapin, mais c'était tout. Parce qu'il fallait bien faire vivre la ferme, donc les lapins et les poules, ils étaient vendus, quoi. Non, la nourriture, c'est le cochon. Pommes de terre, cochon, pommes de terre, cochon. Ouais. Pas d'entrée, pas de dessert. Les pommes, il y avait des pommes dans le jardin, on mangeait les pommes. Autrement, cultiver des radis aussi, un peu, en jardin. Et voilà. C'était simple, mais c'était bon. La preuve, j'ai 86 ans, je suis toujours là. Je suis en train de déstocker pas mal de trucs, là. Hop. Vas-y, suis-moi. Tac. Bon, tu vois, c'est vraiment le bordel. Mais c'est ici, tu vois, que je garde pratiquement tout, tu vois. Alors, tu vois, j'ai toutes mes factures, là. Alors, on va regarder l'enveloppe. L'enveloppe. J'en ai ici, Crozon. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Photo de presse. Là. L'enveloppe. Si tu veux, moi j'ai une petite micro-entreprise. Je vide des maisons. Et le fait de vider des maisons, j'ai commencé à faire ça pour mes collections, justement, parce que je collectionne vraiment la presqu'île. J'ai vraiment une très grosse collection presqu'île. Et ça me permet de trouver plein de documents, quoi. Donc je pars de la simple facture à la carte postale, à l'objet même, tu vois, à l'objet. Autre anecdote, tu vois, par exemple, à l'Envéoc, tu vois, tu peux demander à presque n'importe qui était le maire de l'Envéoc en 1914. Personne ne le sait. Hein. Alors moi, j'ai la photo du maire de l'Envéoc, tu vois, de 1914, c'était Adolphe Jameau. Donc les Jameau étaient donc Adolphe Jameau, père de Léon Jameau, qui était médecin après à Crozon, qui est décédé dans les années 80, me semble-t-il. Et donc la famille Jameau a quand même fait fortune à l'Envéoc dans tout ce qui est charbon. Ils avaient un gros magasin de vente de charbon et de spiritueux. Et c'est des familles. Monsieur Jameau est enterré d'ailleurs à l'Envéoc. Adolphe est enterré à l'Envéoc. Mais c'est des très grandes familles. Je ne sais pas si tu vois. Donc après, la famille Jameau habitait à rue de la Marne à Crozon. La grande maison qui a été abandonnée pendant longtemps, là, qui sont en train de refaire, une très très grande maison. Ça, c'est la maison de Léon Jameau, qui a été construite. C'est pareil, tu vois, qui a été construite en 1939. Ils ont vécu deux semaines dans leur maison. Et les Allemands sont arrivés réquisitionnés. Parce que lui était médecin de l'armée en même temps. Donc c'était un des seuls en presqu'île à avoir moto, à avoir véhicule. Il avait tout ce qu'il fallait. Donc les Allemands ont tout réquisitionné. Donc il faut d'abord parler de l'avenue des Allemands. Parce que là, c'était au mois de mai, la date, je ne sais pas que... Et les premiers que il n'y avait pas le restaurant le bout du monde, il n'y avait pas de route là. Et les Allemands étaient à Crozon. Et ils sont arrivés par là, pour aller au Pulmic. Et ils sont arrivés à Boucherie, chez Besançon, ils ont passé par là. Et moi, je me trouvais à côté, au puits. Puis donc, ils sont allés au Pulmic. Et moi, il y a un sidecar avec une mitrailleuse qui est descendu au fort. Par la cale. Ils sont montés là. Et il y a toujours le mât au-dessus de la porte. Il y a un mât. J'ai vu descendre le drapeau français et monter le pavillon allemand.
Et moi, je me trouvais au restaurant derrière. Après, quand j'ai vu descendre, je me suis dit, tiens, ils sont allés au fort. Et là, il y avait les batteries, 75. Le DCA. Et donc, c'était la marine. Donc, ils ont tous été faits prisonniers. Et ils sont remontés par l'école, là, par le Bolas, en chantant la Marseillaise. Et en passant devant où se trouvent les infirmières, là maintenant, devant le bureau de tabac, il y avait 2 collègues à eux qui faisaient des courses, ils tiraient leur tenue, et puis ils regardaient leurs collègues prisonniers qui montaient la rue. Et là, une anecdote, les Allemands, ils ont monté des mitrailleuses au lieu de monter des canons. Et puis tous les obus, tout ça, ils ont mis derrière un mur de fort, une enclave. Ils ont versé tous les obus là, mis tous les obus là. Et nous, on rampait, on allait par une petite porte piquer. On défaisait les obus qui étaient... Mais il y avait la fusée dessus. Hein. On tirait, on récupérait la poudre. Et hop, on allait brûler la poudre après. J'ai un collègue qui a été brûlé là, qui est mort depuis. Et c'était au mois de juin, donc 41, mois de juin. Les Allemands étaient au fort là, quoi. Et il y a un qui jouait l'accordéon et 2 qui chantaient là, sur le mur. Et derrière, il y avait les obus que nous, on avait enfin, il y en avait des quantités. Puis il y a un qui a acheté un mégot. Ben là, 3 Allemands de morts. Mais une explosion épouvantable. Parce que tous ces obus étaient confinés là. On passait beaucoup de temps dehors. Pendant les jeudis, on jouait énormément ensemble, au moins quand le temps se prêtait. Et on jouait avec les enfants d'un même quartier. Et on organisait quelquefois des grands jeux, comme le jeu de piste. Donc ce jeu de piste se jouait en équipe. Il y avait 2 équipes. C'était un jeu qui demandait une préparation parce qu'on faisait il y avait des énigmes qui étaient cachées. Donc, il fallait suivre un parcours fléché. Donc, les flèches, on les formait quelquefois avec des morceaux de bois. Dans les champs, par exemple, c'était des morceaux de bois mis 3 morceaux de bois en flèche. Ou alors sur les routes avec la fameuse craie plâtre, on dessinait des croix sur les routes, ou quelquefois c'était sur un panneau, sur un mur ou un bout de mur, enfin bref. Donc il fallait suivre, la première équipe allait d'abord et fléchait tout le parcours, et il y avait aussi des fausses pistes, donc on mettait des flèches, mais qui s'arrêtaient tout à coup. Donc il fallait revenir en arrière et reprendre le bon itinéraire, jusqu'à ce qu'on découvre, l'équipe de chercheurs devait découvrir l'équipe donc qui avait fléché le parcours. En trouvant de temps en temps un message, des messages, c'est ça, un message caché. Donc il y avait un signe particulier, et là ça voulait dire, bon, il y a un message qui est caché, donc il faut le trouver. Mais là, je ne me souviens plus de ce qu'il y avait dans les messages. C'était des espèces de gages, si on veut, ou des choses comme ça. Au Grand Marais, avec le grand-père, on allait à la pêche aux palourdes à la rade de Brest. Et on prenait une musette, et dans la musette, on mettait une bouteille de cidre, du pain et du beurre. Et lorsqu'on avait fini notre pêche, vers midi et demi, quand la marée remontait, on s'asseyait en haut de la grève
et on consommait notre pêche. Pain beurre et palourde. Ça, c'est encore un souvenir aussi que j'ai de mon enfance. Quand j'étais gamin, ben, autour de nous, on était tous plus ou moins pareils. On n'était pas riches, on n'était pas pauvres, mais on se jalousait pas. Il n'y avait pas les fortunes qu'il y a maintenant, et il n'y avait pas la détresse qu'il y avait maintenant. Il n'y avait pas de resto du cœur. Et ça me reste en travers de la gorge, et malheureusement. Et qu'est-ce que j'y peux faire? Pas grand-chose. Moi, j'ai eu un peu la chance de transporter quelques anciens quand je faisais taxi-ambulance, qui m'ont raconté quelques anecdotes. Hélas, que j'ai pas gardé, mais j'en ai gardé quelques-unes qui m'ont marqué. Mais j'aurais bien aimé avoir ce savoir, cette mémoire de la presqu'île que, hélas, je sais pas, quoi. Mais après, c'est... tu vois, comme je te dis, quand je te dis que je garde tout, hein, je vais te montrer un autre petit truc, là. Tu vois, tout ça, c'est les objets de la presqu'île. Ça, c'est, tu vois, là, c'est toujours les mêmes, hein, qu'on connaît. Dédé Lélias, là, tu vois. Dédé Lélias, tu vois, c'est une photo de foot des années 60. Ça. Et après, comme je te dis, tu vois, je garde, tu vois, toutes les petites anecdotes sur la presqu'île. Tu vois, un bouchon de limonade. Daniel Bourvon-Crozon, tu vois. Tu vois, un bouchon de limonade, de balcon. Le bagat de l'Ambiway quand ils sont venus à l'Envéoc. Le couteau des capsuleurs, le doigt roux l'Envéoc, tu vois. Les bons de manège cucu, tu vois, je garde tout, tu vois. Tu vois, pareil, il y a peu de gens qui savent, par exemple, que chez Champal, quand je te parle de Champal, c'est le bar l'Harmattan, là-bas, au Fret. Il y a peu de gens qui savent que, par exemple, Champal a fait de l'électroménager, là-bas, dans son bar du Fret. Et tu vois, j'en ai la preuve. Avec le petit thermomètre électroménager Champal, le Fret, tu vois. Le fait d'être collectionneur, déjà collectionneur de ton village, c'est déjà l'âme de ton village que tu gardes. Et le fait d'être collectionneur de l'Envéoc, c'est... Moi, je fais surtout ça pour pas qu'on oublie les gens. Avant tout, c'est ça, pour dire, ces gens-là ont fait vivre l'Envéoc. L'Envéoc, c'était eux. L'Envéoc, maintenant, c'est nous, mais en 1950, en 1960, toutes les générations, c'est eux qui ont fait renaître l'Envéoc, que ce soit après-guerre, que ce soit avant-guerre, les commerces florissants, l'arrivée du vapeur à l'Envéoc, les militaires, tout ça, faut pas qu'on l'oublie, parce que l'Envéoc est quand même super riche, quoi. Et de ne pas avoir toutes ces archives, c'est quand même perdre un peu de notre identité quelque part, quoi. Et moi, je collectionne surtout la presqu'île, et l'Envéoc en priorité parce que je suis l'envéocien, pour avoir ce devoir de mémoire et de dire ces gens-là, on les a connus ou pas, mais c'est eux qui ont construit l'Envéoc. Alors je sais pas si tu as connu ça, tu vois, voilà. Tu vois, Jean-Pierre Vattiot, Christian Aimé, Michel Guillochon et Michel Aimé, tu vois. Donc le président d'Art et Loisirs à l'époque, tu vois, ça c'était des personnages. Et la journée de l'artisanat à l'Envéoc, c'était un gros truc, hein. Il y avait vraiment du monde partout, hein. Et les mecs, voilà, là, ça bossait, hein. Tu vois, voilà, regarde un peu le monde que ça drainait, tu vois. Tiens, Michel Montfort est là, tu vois. Raymond Saget, Louis Bopp, ça c'était mon paternel. Tu vois, il y avait un monde fou, quoi. Et tu vois, regarde les stands qui montaient, hein, c'est dans les années 90, hein. Et je vais te dire que c'était des grosses éditions, hein. Et tout ça, c'était monté par les chevilles ouvrières. Tous les anciens, ils sont là, hein. Et tu retrouves toujours les mêmes têtes, mais il faut pas les oublier, quoi. Le père Alix, le père Véron, le père Caloc, capitaine. Ils ont largué leurs bombes. J'ai vu les bombes tomber comme des cailloux. Et hop, elles sont tombées à 50 mètres de la rue. Elles sont tombées dans le jardin derrière. Et là, il y a eu trois tués à la boulangerie, là, et devant la boulangerie.
Mais il n'y a rien qui dit que le 3 septembre, il y a eu quelque chose. J'ai compté 18 obus qui sont tombés là où est la mairie, un peu plus haut, il y avait un mur là. Il y a un obus qui est tombé plus haut et un autre au Douarou. Ils ont commencé par là, puis après, je suis rapproché. Le quatrième obus est tombé en face de la boulangerie Kerouel, chez Picot, là. Le cinquième est tombé chez ma tante, en face de chez Bouguillon, le Texera, plus bas, là. Après, un autre obus est tombé à la maison à côté de chez moi, du bistrot. Là, la maison était en flammes. Et un obus est tombé derrière chez moi, et on avait fait un abri là. Et l'obus est tombé sur des voitures que les Allemands avaient fait, et nous, notre était à 2 mètres de là, avec des fagots dessus. On aurait grillé comme des... Et j'ai oublié une chose, c'est l'école, c'est le cinéma éducateur. Alors ça, c'était aussi un autre moment de plaisir à l'école, en tout cas, et d'apprentissage en même temps. Le samedi après-midi, il y avait un instituteur détaché d'ailleurs qui venait projeter des films, des documentaires, des films sur l'Afrique par exemple, avec tous les animaux, donc de la jungle qu'on ne connaissait pas, les films sur les fleuves, la Loire, la Seine, de leurs sources à leur estuaire, enfin le Nord par exemple, aussi les charbons, les tas de charbon. Enfin, on voyait un peu la vie à l'extérieur, beaucoup des paysages et la vie à l'extérieur de chez nous. Donc on ne connaissait pas les fleuves non plus, puisque nous étions du bord de la mer. Alors là, l'été, puis alors l'été, à partir du mois de juillet, parce que l'école continuait jusqu'au 15 juillet. 15 juillet, les grandes vacances commençaient le 15 juillet jusqu'au 1er octobre. On avait pas mal de mois, du 15 juillet, et donc là, dès la fin juin, souvent il faisait très très chaud, les jours de chaleur, on allait à la grève l'après-midi, avec les maîtresses, quoi. Donc ça, c'était encore un autre bonheur qu'on avait dans la vie scolaire, quoi. Mes parents avaient une ferme de 25 hectares et pour faire les foins, donc on invitait tous les voisins, on se regroupait pour couper le foin chez nous, et puis après on se retrouvait donc chez les collègues. Et moi, en souvenir, j'ai le bruit des faux. C'est-à-dire que je vous explique, après le déjeuner et la sieste de 20 minutes, tous les faucheurs s'appelait battre les faux. Il y avait un marteau et puis une enclume, et on tapait sur l'enclume. Et chez nous, il y avait une vingtaine de faucheurs. Et moi, je me souviens, c'est dommage qu'il n'y avait pas de magnétophone, parce que chaque faux avait son propre son, et ça faisait un tintamarre ou un bruit extraordinaire. Moi, je l'ai encore en tête, mais je peux pas vous le dire. C'est dommage, j'ai pas pu l'enregistrer. Mais c'est vrai, vous l'avez encore. Oui. À la campagne, les enfants, à partir de 10 ans, eh bien, ils travaillaient comme les adultes, sauf les travaux de force. Mais les travaux, autrement, on ramassait les pommes de terre, à la moisson, eh bien, moi, je conduisais la faucheuse. Et après, on ramassait également les betteraves avec nos parents le jeudi. Le seul loisir
qu'on s'attribuait, c'était le dimanche après-midi. Ici, on n'était pas loin de la grève de Lanvéoc, et on allait à la grève, et on se baignait un peu. J'ai pas appris à nager, mais bon, on se mouillait quand même dans la rade de Brest. Voilà. Et j'ai aussi l'éducation que m'ont fait mes parents sur lorsqu'ils me confiaient un travail. On ne m'a jamais grondé. Et ça je trouve ça magnifique maintenant. C'est que quand je faisais quelque chose qui était mal fait, mes parents me reprenaient en breton « map n'est que mosse vogret ». C'est pas comme ça que ça se fait. Et ils m'expliquaient donc. Et puis après, quand c'était bien fait, la normalité à cette époque-là, je pense à la campagne, c'était quand on faisait quelque chose, c'était de le faire bien, sinon on ne le faisait pas. Une anecdote, le cheval Gourmelin, un cheval qui amenait de l'eau d'ici et du pain pour envoyer au fort. Tous les jours. Un Allemand était là avec le gars, puis à la fin, l'Allemand prenait le cheval et puis l'Allemand passait par l'école, quoi. Mais au lieu de passer par l'école, le cheval avait l'habitude, il allait tout seul, et il descendait à la garenne Casse-Cou. Et nous, on savait ça, on piquait du pain. Du pain dedans. Et un jour, donc on lâche à la ferme qui se trouve, où était la boulangerie, là, il y avait une ferme là. Donc il lâche le cheval, et puis le cheval vient ici, on lui met de l'eau. Non, il descendait de la ferme, et il a eu peur. Il a commencé à galoper. Il est arrivé tout droit dans la boulangerie. Il a mis ses pieds mais avec l'élan, les brancards à charrette, défoncer la boulangerie. Le cheval est arrivé au comptoir. Si tu veux, c'était en 41-42, pendant la guerre. Donc l'équipe de... Ça doit être en 42. Ouais. L'équipe de foot de Lanvéoc, le championnat n'était pas arrêté, allait jouer à Plonévé-Porzé, dans la région du Porzé, contre Plonévé-Porzé ou Plomodierne. Et tout le monde était content d'aller au foot là-bas, étant donné qu'en presqu'île, il n'y avait pas trop de viande. On était un peu coupé de tout à cause de l'occupation allemande, bien sûr. Et là-bas, dans le Porzé, il y avait beaucoup de porchers, donc beaucoup de viande, et ils allaient faire leur match. Et le casse-croûte était toujours bon là-bas, étant donné que il y avait beaucoup de cochons. Donc ils allaient là-bas faire leur match, rien que pour le casse-croûte. La défaite ou la victoire n'avait pas peu d'importance. Et c'était surtout le casse-croûte, et ils partaient là-bas en vélo. Et comme me racontait ton grand-père, il fallait surtout être rentré avant le couvre-feu. Donc on avait déjà joué un match de foot, mais il fallait vraiment qu'on soit rentré à l'heure, sous peine d'être arrêté par les Allemands, quoi. C'est des anecdotes. Alors Lanvéoc Sport, c'est pareil, tu vois, Lanvéoc, j'ai toutes les licences de tous les joueurs. Là, tu vois, on te reparle, là, tu vois, 1949, on te reparle de remettre le tournoi de la Presqu'île, là, à ce temps-ci, tu vois. Voilà, le tournoi de la Presqu'île, tu vois. Challenge de la Presqu'île, 1949, gagné par Lanvéoc Sport. Tu vois, ça c'est... Voilà. Jean Bossard à la Mével et Gomez qui était un travailleur portugais qui était venu là pour les constructions après-guerre. Tu vois, c'est des images emblématiques, quoi. Et ici, avec du terrain de foot, là, il y a eu 1200 Arabes, enfin Marocains et Algériens. Il n'y a jamais eu d'histoire. Jamais, impeccable. Chacun pouvait apporter une petite balle ou un gros ballon, enfin ce qu'on avait. Et donc on le jetait
au mur. Et en même temps, on chantait « Balle au mur, que c'est dur. Je lance trop haut, je casse un carreau. Je lance plus bas, je casse mon bras. Ma mère me dit, pour pénitence, tu me feras 3 tours de France. » Et alors, on récupérait la balle. Et on faisait un tour comme ça, hop, pour la rattraper. On la lançait contre le mur. On tournait sur soi-même. On faisait un tour sur soi-même, sur nous-mêmes plutôt. Et on la rattrapait. Ça, c'était un premier jeu. Alors, il y avait un autre, c'était partie simple. Alors, on lançait la balle, quoi, au fur et à mesure, au rythme de la chanson. Donc, partie simple, sans bouger, sans parler, sans rire, d'un pied, de l'autre, d'une main, de l'autre. Le jeu s'appelait la balle au mur. Alors, on criait « Qui veut jouer la balle au mur ?» Donc, les chansons, alors là, il y en a aussi, hein. Alors, la Loire reprend sa source au Mont-Gerbier des Joncs. Elle arrose Nevers, Orléans, Saint-Nazaire et se lève dans la mer par l'Argestuaire. Voilà, par exemple. Il y a une autre, c'était... au Palais Royal... Le palais royal est un beau palais où toutes les jeunes filles sont bonnes à marier. Mademoiselle, alors on disait le nom de la fille, une telle est la bien-aimée de monsieur. Alors, le nom d'un garçon. Alors, qui est son bien-aimé? Ah, un tel, si tu crois que je t'aime, mon petit cœur n'est pas fait pour toi. Il est fait pour... Alors, on disait encore le nom d'un autre. Pour celui que j'aime, et toi je t'aime pas, quoi, sans doute, ou je sais plus comment ça se terminait. Bon, ça nous faisait rire, ça. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Alors on râlait quelquefois parce qu'on avait dit le nom d'un garçon. Alors c'était bon, lâche, tu sais bien, on s'amuse avec ça. Et c'était les grandes filles qui nous apprenaient, qui apprenaient aux petites, et ça se transmettait. Parce que ces jeux-là, ma mère avait déjà joué à ces jeux et chanté ces chansons. Donc il y avait vraiment un passage qui n'a plus existé après. Quand on est parti dans l'autre école, dans l'école route de Talargroise, là, déjà là, c'était un petit peu moins. Et alors, quand on est allé chez les garçons, disons, là, ça a été tout ce genre de jeu-là n'a plus été transmis. C'était parce que les petits étaient restés, les petites classes étaient restées dans un autre bâtiment, et donc il n'y a plus eu cette transmission-là. Ça a été perdu. Au fond, tous ces jeux-là ont été perdus ces années-là. Enfin, beaucoup moins de ces jeux. Enfin bref, sauf les jeux de carré et de balles, quoi. Ça, on a continué quand même. Ni mon frère ni moi n'ont jamais eu de cadeau à Noël. Je me souviens qu'une année, ma mère avait réussi, ça devrait être, je sais pas, extraordinaire, à mon frère, à moi, à nous offrir une orange. C'est tout, je me souviens de Noël. Noël, pour nous, c'était la messe de minuit et un café chez une tante à l'Envéoc. Et puis on rentrait à 2h du matin. Voilà. C'était ça. Et mon grand-père, c'était encore des coutumes locales. Il mettait une bûche de chêne dans le feu, dans la cheminée. Ça s'appelait la bûche de Noël. Ça existait, la bûche de Noël. L'histoire est vraie. Et à minuit, il l'a retirée du feu parce qu'elle n'était pas complètement consumée. Il l'a laissée refroidir.
il allait dans sa chambre, il se baissait sur son lit, il récupérait une caisse, et dans la caisse, il y avait la bûche de Noël de l'année précédente qui faisait brûler donc le Noël suivant. Et ça, c'est la bûche de Noël préservait la ferme des incendies. Et pour moi, c'est ça l'origine de la bûche de Noël. La bûche qui était brûlée dans la cheminée à minuit, le jour de Noël. Et après, on conservait un morceau, quoi. Il avait une caisse de chicorée, je crois, une petite caisse. La bûche était dedans, sous le lit. Avant, pour faire le battage, ici, on était une vingtaine autour de la batteuse. Il fallait chercher le blé au champ, porter le grain au grenier, faire les tas de paille, enfin, etc., etc. Bon, après est arrivée la moissonneuse-batteuse. Au lieu des 20 personnes, il n'en fallait plus que 3, une sur la moissonneuse-batteuse et 2 pour récupérer le blé qui sortait de la machine, et les 2 autres, ils récupéraient la paille après. Et donc, la campagne s'est vidée, s'est dévitalisée suite à l'arrivée du modernisme aussi. Ça fait disparition des métiers à la campagne, dû au modernisme. Je ne sais pas si d'autres générations qui suivront verront autant de modifications ou de créations, parce que moi je suis parti donc de la lampe au pétrole. Après, il y a eu l'électricité. Après, il y a eu la radio. Il y a eu le vélo. Il n'y avait pas de vélo à la campagne. On a eu le tracteur. Il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait que des chevaux à la campagne. La voiture. Les paysans n'avaient pas de voiture. Et puis, après arrivait la télévision en noir et blanc, 56 en couleur, en 66 en couleur, je me souviens. Et puis, et tout, maintenant, la télé couleur, et tout ce qui suit, le portable, l'Internet, et puis, et je ne sais pas jusqu'où ça allait, mais enfin, si une vie a autant de créations et de modifications, eh bien, on n'est pas encore sorti. Ainsi s'achève notre voyage à travers les mémoires lanvéotiennes. Vous venez d'entendre, par ordre d'apparition, Michel Kervella, citant Jean-Louis Postic, Armand Lebloise, Jeanne-Yvonne Lemonze, née Mignon, André Roudotte et Olivier Corre. Je les remercie ici chaleureusement. Pour continuer l'exploration des mémoires lanvéotiennes, venez découvrir les dizaines de petites séquences supplémentaires enregistrées lors de ces entretiens. Enfin, merci à toutes les personnes qui œuvrent à conserver les mémoires locales. Leur travail est essentiel et réellement indispensable au maintien de nos identités. Merci à eux.